Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Inspiré. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Orlando Bidon. Salut Orlando. Salut Fabien. Tu es consultante en efficacité personnelle, tu as géré aussi des TEDx, tu es prof de management. Alors, on va parler avec toi notamment du bonheur, donc un épisode qui va être joyeux et enchanté. Avant de dérouler tout ça, comment tu expliquerais ton métier de façon ludique à un enfant de 5 ans? Alors, souvent ce que je disais quand, j'avais un métier un petit peu plus, traditionnel et notamment à mes parents, je leur disais: «Bon, j'ai des titres importants, des titres, très très chouettes, très cool, mais la vérité c'est que pendant ma journée, en gros, je suis en réunion et je réponds à des emails». Donc, je pense que c'est une façon d'expliquer, beaucoup de métiers d'aujourd'hui et de redevenir un petit peu humble dans la façon, parfois dont on présente, des choses très sophistiquées, qu'on peut faire. Alors aujourd'hui, heureusement, je passe beaucoup moins de temps, en réunion et à faire des emails et je dirais que la façon la plus simple de voir, les activités que j'ai, aujourd'hui, c'est un petit peu comme, un portfolio. Alors je sais pas si un enfant de 5 ans, saurait, ce qu'est un portfolio. Donc pour lui dire, bah, c'est un petit peu comme un buffet, de se dire, bah, voilà, au restaurant, parfois, on a une carte et on choisit parmi, le menu et parfois, on peut avoir, tout un buffet, un buffet de choses. Donc je suis toujours sur, un petit peu les mêmes thèmes qui sont autour notamment, du management que je faisais déjà auparavant, en entreprise, en tant que salarié. Et aujourd'hui, bah, j'ai un petit peu 3 secteurs d'activité, soit avec, l'éducation, donc ça peut être, comme tu l'as dit tout à l'heure, mon rôle, en tant que prof où j'essaie de, bah, partager qu'est-ce qu'il faut savoir, pour, essayer de réussir au maximum, dans ce domaine du management qui est facile sur le papier et compliqué dans la pratique. Un volet plus qui va être, auprès, des entreprises où là, bah, je mets en pratique ce que j'essaie d'enseigner, aux étudiants, au quotidien et un troisième volet qui va plus être, tourné vers, le grand public et se dire, bah, au-delà, du management, qu'est-ce que ça peut nous apporter? Être efficace ou être productif, qu'est-ce que ça peut nous apporter, dans notre vie? Comment est-ce qu'on peut essayer d'être, un peu plus heureux, avec ça? Pour aller au-delà du on va dire du management, pur et de la gestion de projet pur qui était, mon point de départ, à la base. Donc, tu as un univers très vaste, hein, comme tu l'as dit, à commencer par le management, puis après tout ce que tu as expliqué. Tu as été aussi passionné par l'humain assez rapidement. Oui, en fait, j'ai commencé, d'être plutôt vers, la à la fois d'être très tôt, dans la technologie et en même temps pas tellement. Pour revenir vraiment, il y a longtemps, j'ai fait donc un bac littéraire mais avec une spé maths qui était une négociation, intense avec, mes parents, à l'époque, vu que j'avais pas forcément envie, de partir sur des métiers, littéraire, mais c'est vrai que déjà, à ce moment-là, on disait: «Bah, il faut, un petit peu comprendre les mathématiques, comprendre la technologie, qu'est-ce qu'on va faire avec juste, un bac littéraire?» Mais pour moi, c'était important d'avoir cette curiosité-là et ensuite donc j'ai fait, des études, on va dire typiques, de commerce, puis un master, sur, les technologies de l'information. Donc c'était vraiment le début de de la technologie à ce moment-là. C'était très recherché d'avoir, à la fois des connaissances un petit peu, de l'entreprise et aussi des compétences vraiment techniques. Donc c'est sur ça que j'ai été, recrutée au départ et j'ai fait beaucoup, de choses très techniques et d'implantation, par exemple, de logiciels en entreprise et je me suis très rapidement rendu compte que même si la technologie, ça peut être, complexe, souvent, c'est pas vraiment les intégrations, techniques qui vont être, compliquées. C'est pas tellement trouver le bon logiciel, c'est de se dire: «Bah, quel est notre besoin en tant que, personne, en tant que, société de fonctionnement et comment est-ce qu'on peut accompagner cette, nouveauté qui peut être technologique ou pas d'ailleurs, auprès de l'humain et qu'est-ce que ça peut nous apporter à nous l'humain?» Il y a beaucoup, beaucoup de technologies aujourd'hui, maintenant on parle de l'IA un petit peu, à tout va. Faut se dire, bah, en fait, qu'est-ce que ça nous apporte, en tant qu'être humain? Est-ce qu'il y a des bons côtés? Est-ce qu'il y a des moins bons côtés? Comment est-ce qu'on l'utilise? Et c'est vrai que la technologie pure, peut-être si j'avais eu un profil plus technique, ça m'aurait intéressé plus que ça et j'aurais voulu faire de la technologie juste pour le plaisir, voilà, de tel ou tel logiciel. Hem
et parfois il peut y avoir de la beauté, on va dire, dans un code ou dans un logiciel, mais il faut vraiment se poser la question de pourquoi est-ce qu'on le met en place et comment on l'utilise, par rapport à notre, gestion humaine pour ça. Faire le pont entre la technologie et l'humain et au milieu de ça, tu as aussi fait un master en intelligence économique, je crois? Oui, à Bordeaux d'ailleurs, donc pas très loin, de la région d'où tu es, Fabien. Hem, Là, le but, c'était oui, effectivement, de faire un petit peu le lien entre les 2 et d'essayer de regarder en tant qu'entreprise, comment est-ce qu'on peut se préparer aussi à l'avenir, l'intelligence économique. D'essayer de comprendre, bah, dans quel marché on évolue aujourd'hui et dans quel marché on va évoluer, demain. Quels vont être, les compétiteurs qui vont arriver, quelles vont être, aussi les nouvelles technologies qui vont arriver, les nouvelles, façons de fonctionner, humaines. C'était il y a quelques années déjà, on parlait pas du tout, d'intelligence artificielle à l'époque, mais sinon ça aurait pu être, un sujet, ouais, intéressant à ce moment-là. Ouais, bah, on va en parler de tout ça. Ce qui te définit, j'ai l'impression, c'est cet esprit de curiosité et d'envie de comprendre. Est-ce que je me trompe? Pas du tout. Je pense que c'est une bonne façon de le résumer, et si je peux synthétiser ça encore plus, quand j'étais plus jeune et encore aujourd'hui, un des symboles que j'aime, utiliser pour me décrire, parfois on peut se dire: «Bah, quel animal on serait?» ou si j'étais, je sais pas, une couleur et cetera. Moi j'ai un objet, c'est une petite ampoule. Heu, Pourquoi l'ampoule? Parce que dans l'un des cartoons que je lisais quand j'étais enfant, alors je crois que le personnage s'appelle Philomène, et c'est dans les séries avec, Donald, où en fait, il y a un des personnages qui est une espèce de scientifique un peu fou, qui fait plein de recherches et qui crée, plein d'outils et moi je m'identifiais pas du tout à ce personnage, voilà un petit peu à moitié créateur, à moitié ingénieur et je m'identifiais beaucoup à son petit Gugus avec qui il était tout le temps. Donc il y a une petite, ampoule qui va essayer de lui inspirer en fait toutes ces idées-là et qui va entre guillemets, «éclairer» son chemin sur, bah, peut-être qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faudrait pas faire, différentes façons, de voir les choses. Donc je me vois pas forcément comme, quelqu'un qui va créer, même si j'aime beaucoup faire des choses moi-même et je suis assez, indépendante. Mais je trouve que cette image de l'ampoule, ça correspond assez bien à une définition des activités, que je fais aujourd'hui et de ce qui me motive, effectivement dans la vie. Ouais, ce que tu fais aujourd'hui, donc on va démarrer par un peu ta carrière pro, où tu as démarré, dans l'événementiel, dans une boîte d'événementiel, c'est ça? Et puis après chez Orange. Qu'est-ce que tu allais chercher à cette époque-là? Qu'est-ce que tu voulais, apprendre ou comprendre dans tes premiers métiers? Alors, au tout début, ma première approche, on va dire, de l'entreprise, c'était un stage, obligatoire dans l'école de commerce où j'étais, où, bah, je me suis retrouvée au début des soldes, dans un magasin de lingerie. Donc ça, c'est vraiment ma toute première très petite approche du monde de l'entreprise. Donc on va dire là, c'était imposé, c'était vraiment juste comprendre, bah, comment fonctionne l'entreprise et je trouvais ça très intéressant de commencer à un poste qui est, bah, sur le terrain. Heu, Aujourd'hui, on vend beaucoup de rêves à beaucoup de gens de se dire, voilà, il faut faire tel métier, on va gagner beaucoup d'argent ou on voit au contraire des tendances de revenir sur des choses très, terre à terre, je sais pas, se lancer dans l'agriculture, dans le Larzac ou être ou être artisan exactement et là, c'est un métier, je trouve, dans une boutique qui est un peu à la croisée de tout ça, mais qui était obligatoire pour moi, donc ce serait un peu, pas forcément pertinent d'expliquer pourquoi je suis allée là-dedans. Mais la vraie première expérience que j'ai choisie avant même encore, cette agence, d'événementiel, c'était une agence de marketing au Canada où, je sais pas, à l'époque, je me disais: «Bah, je sais pas, j'aime bien comprendre les gens, j'aime bien la créativité, donc ça m'a l'air d'être à peu près du marketing, dans le monde du commerce», c'était à peu près ça et un de mes grands-parents avait toujours, eu un lien très fort avec le Canada. Je me suis dit: «Bah, allez, on va chercher sur internet», vraiment à l'époque, je suis allée sur Google, j'ai tapé agence marketing Vancouver, et j'ai envoyé un CV à toutes les agences qui avaient un site internet. Donc c'est un petit peu comme ça que j'ai commencé et je dirais pour toutes mes premières expériences, ça s'est fait, de façon très organique comme ça, où je partais juste d'un point qui m'intéressait. Donc cette agence, par exemple, événementielle que j'ai rejoint, après,
Bah, je cherchais un travail, d'été, donc je suis allée pareil, sur, internet. Tout simplement, je cherchais, bah, des choses qui étaient en lien, avec, on va dire la relation, humaine qui demandait pas encore beaucoup d'autres compétences si ce n'est, de l'organisation, être, sérieux, arriver à l'heure, des choses, voilà basiques comme ça. Hem, Toujours. donc ça, c comme ça que j'ai commencé. OK. Mmh. Et donc tu as été aussi, sur la relation école chez, Potentiel Park, pardon, Ouais. et dans le recrutement de talent. Tu es parti là un peu plus sur l'humain à partir de ce moment-là? Ça tu as eu un déclic, dès à présent ou c'est arrivé un peu plus tard? Je dirais c'est toujours en rétrospective qu'on se rend compte, parfois des choses qu'on fait ou de liens, qu'il peut y avoir entre différents parcours. Si je montre, voilà, mon CV complet, de vraiment quand j'ai débuté à aujourd'hui, on va se dire, déjà ça part dans plein de pays, il y a plein de choses différentes, je travaillais dans un camping, j'étais chef de projet chez Orange, donc vraiment il y a des choses très, très diverses. Mais il y a toujours eu un espèce de cadre, de projet, hem et cette partie humaine, effectivement, quand j'étais à Potentiel Park, c'était un hasard, en fait, que je sois mise sur la partie, recrutement, tout simplement parce que, je pense mes collègues sentaient que j'étais à la fois efficace, mais j'avais une façon d'analyser les personnes relativement, rapidement. Efficacement, je sais pas, je pense que je suis encore un peu jeune pour, pour dire si vraiment c'était efficace sur le long terme. Hem et à ce moment-là, j'ai cru que peut-être je devrais rester dans cette partie recrutement ou en tout cas, voilà, un petit peu gestion, de l'humain en entreprise d'un point de vue très RH. Hem et j'ai fait ces recrutements et je me suis dit: «C'est un petit peu comme les personnes qui sont psychologues». En fait, il faut savoir aussi se mettre, pas forcément un mur, mais moi, toutes les personnes qu'on devait, ne pas recruter, en plus, c'était une campagne de recrutement très, très spécifique. On recevait en gros des milliers de CV et c'était un petit peu comme une loterie. Il y avait, en gros, 5 postes et on recevait des milliers de CV, pour, dispatcher ces personnes, dans différentes entreprises, à différents endroits. C'était comme un jeu, sur, postuler et vous allez découvrir dans quelle entreprise et à quel endroit du monde vous allez partir. Il y avait beaucoup de candidatures pour très peu de postes et moi, je voyais tellement de CV extraordinaires, de profils extraordinaires et j'étais pas du tout préparée à devoir leur dire: «Mais en fait, ce sera pas vous» et donc j'ai gardé un lien avec beaucoup des personnes, que j'ai dû rejeter pour ces postes. Il y a l'un d'entre eux d'ailleurs, que, j'avais interviewé pour, un livre que j'avais écrit sur les études à l'étranger parce qu'il avait tellement un profil incroyable et je me disais: «Mais en fait, c'est pas possible que, toutes ces personnes, il se passe rien après ça». Donc ils auront pas ce poste et je pouvais pas répondre à tout le monde. Donc je pense que j'aurais été une RH et une recruteuse, peut-être très mauvaise ou en tout cas pas du tout efficace pour atteindre ces objectifs, commerciaux, certainement. Donc j'ai fait mon travail efficacement, on va dire, dans le cadre de ce projet et après, hem, voilà, sur mon temps personnel, moi, c'était pas possible de laisser, on va dire, partir ces profils comme ça ou juste de leur dire: «Bah non, vous aurez pas ce boulot et ça s'arrête là». Hem Donc je me suis dit que la RH, c'était pas pour moi, mais que l'humain sous une autre forme, effectivement, ça continuerait d'être quelque chose qui est important. Et justement l'humain sur une autre forme, tu as déjà commencé à le développer et à le construire, dans ta tête à ce moment-là ou c'est arrivé un peu plus tard? Je me suis jamais dit: «Je vais tourner vers l'humain». Ça serait pas formalisé comme ça dans ma tête. Je pense comme beaucoup de personnes de ma génération, on a eu la chance incroyable de pouvoir à peu près choisir ce qu'on voulait faire dans la vie et ça vient avec aussi, le challenge incroyable d'avoir beaucoup d'options et de se dire: «Qu'est-ce que je vais faire dans ma vie?» Donc pendant beaucoup d'années, en fait, je suivais à la fois une voie tracée qui était d'avoir un bon travail, de faire des choses qui me plaisaient à peu près, mais je me disais toujours: «Est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que je vais vraiment faire quand je serai adulte?» heu, Aujourd'hui, j'ai 32 ans et je me dis toujours un petit peu: «Qu'est-ce que je vais faire quand je serai vraiment adulte?» même si, bon aujourd'hui, je peux considérer à peu près que que c'est une étape acquise d'être,
de ta vie, donc ça s'est jamais formalisé comme ça, où je me suis dit: «Je vais me concentrer, sur l'humain». Je dirais, c'est plus il y a quelques années quand j'essaie de rédiger ma présentation LinkedIn où, je me suis dit: «Oui, eh bien, en fait, c'est un peu ça. Aujourd'hui, je suis plus centrée, sur l'humain». Mais sinon, j'avais pas vraiment formalisé ça, on va dire de façon claire, dans ma tête. OK. Et donc tu as eu ça, c'est à quelle année, à partir de quelle année que tu étais à Stockholm? Ouh, alors ça, c'est une question compliquée. J'ai été, à Stockholm et en dehors de Stockholm, plusieurs fois, en différentes années. Donc je suis arrivée pour la première fois en Suède en 2013, mais à Linköping, donc qui est une petite ville de Suède où j'ai fait une partie de mes études et donc je suis revenue m'installer vraiment à Stockholm, si je me trompe pas, en 2015, fin 2015. Et donc ensuite, j'ai passé, un peu de temps à Stockholm. Après, je suis partie travailler aux États-Unis. Après, je suis revenue, à Stockholm pour la même entreprise pour laquelle je travaillais aux États-Unis. Donc il y a eu plein de moments, on va dire, interchangés comme ça, de périodes, à Stockholm. C'est là-bas que tu as voulu, construire, le TEDx, enfin construire, être dans le comité de sélection avec toujours cette, soif d'apprendre? Alors ici, c'était pas tellement la soif, d'apprendre, c'était vraiment, je pense un petit peu comme, la philosophie qui toi t'a poussé à créer ce podcast, Fabien, c'est de mettre en lumière, des personnes. Quelque chose que j'ai beaucoup vu à Stockholm et que je trouve est représentatif de la société dans laquelle on est aujourd'hui, c'est que c'est toujours un petit peu les mêmes personnes qui sont mises en lumière. Si on commence de regarder ou d'écouter un peu toutes les émissions de télé ou tous les podcasts, populaires aujourd'hui et encore plus à l'international, c'est toujours les mêmes invités sur à peu près, les mêmes sujets et bon, c'est chouette, c'est des personnes très, très intéressantes. Mais il y a plein, plein de gens en fait, bah, dans notre, quotidien où on se rend pas compte qu'ils ont des histoires extraordinaires, qu'ils ont un savoir extraordinaire et je me suis dit: «Mais en fait avec, TEDx, c'est ça moi mon ambition, c'est prendre des personnes qui peut-être savent pas forcément communiquer ou qui se rendent pas compte qu'ils ont une idée géniale, qu'on devrait mettre sur scène, que tout le monde devrait, entendre ou en tout cas, peut-être se poser des questions sur ça». Donc c'est vraiment ça qui m'a poussée à rejoindre cette équipe, c'est de me dire: «Comment est-ce que je peux trouver des personnes qui ont pas encore confiance en eux suffisamment pour postuler, pour, venir sur la scène de TEDx Stockholm?» ou des personnes qui ont pas du tout des compétences, de communication et de communication, on va dire, de présentation sur scène. Ça peut être, assez stressant et c'est quelque chose qui se développe, aussi. Donc là, c'était ouais, c'était pas tellement la curiosité, c'était, un peu une mission de me dire: «Il y a des gens trop intéressants qui ont pas l'opportunité d'être, entendus aujourd'hui, donc qu'est-ce que moi je peux faire, pour, avoir mon petit rôle sur ça?» Ça fait écho avec ta situation de RH juste avant, donc c'est intéressant. Et puis pour le coup, toi, on t'a jamais vu dans un podcast en français, puisque tu m'as dit que C'est c'était ta vrai, première interview en français. exactement. Donc j'essaie de faire, un petit peu attention aujourd'hui, de pas avoir trop, de mots, Trop de mots. bizarres, qui reviennent. C'est mon challenge du jour, mon challenge du interview en Oh, France. mais pour l'instant, tu t'en sors très bien. Tu as écrit un livre, notamment, pour, la partie études et comment, un guide de bonne pratique. Est-ce que tu peux nous en parler? Donc tu avais cette partie témoignage avec certaines personnes. Est-ce que tu peux nous parler de l'essence de ce projet? Oui, là je dirais en fait c'est la même volonté où, c'est parti du constat. Moi j'ai fait une école, de commerce, alors même si aujourd'hui c'est assez démocratisé et que, heureusement toutes les personnes qui font une école de commerce ont pas forcément le stéréotype, des personnes qui sortent d'écoles de commerce avec, personnes très aisées, qui savaient pas quoi faire de leur vie ou, c'est pas trop ce qui existe encore comme stéréotype. Mais la réalité, en tout cas quand moi j'étais étudiante, c'est que les personnes qui pouvaient partir étudier à l'étranger, c'était quand même un cercle assez, restreint de personnes qui avaient, bah, relativement les moyens, qui faisaient un certain type, d'études et je me dis: «Mais en fait, c'est tellement une chance incroyable de pouvoir faire ça et est-ce qu'il y a d'autres personnes qui peut-être ont pas autant de moyens, qui peut-être sont pas, dans une école de commerce en France, qui ont réussi, eux, à partir?» Donc c'était pas tellement pour faire un guide sur, bah, voilà moi comment j'ai trouvé, à partir à l'étranger, quelles études j'ai fait déjà parce que ça allait devenir obsolète, très, très rapidement. Hem,
et ça aurait juste été, bon, quelque chose peut-être d'intéressant et inspirationnel sur moi, ma vie, mon œuvre. Et je me suis dit: «Mais non, en fait, il y a d'autres personnes», donc notamment l'un des étudiants que j'avais, interviewé pour les recrutements, quand je travaillais chez Potential Park, qui lui avait réussi à étudier, dans 4 pays différents alors qu'il vient, du fin fond, de l'Afrique, pas du tout d'une, famille aisée. Je me disais: «Mais ça c'est vraiment, quelque chose qui peut inspirer d'autres personnes», et de se dire: «Bah, peut-être qu'aujourd'hui, j'ai pas un modèle, ou peut-être qu'aujourd'hui, je sais pas comment faire ça et que ça m'a l'air d'être, réservé à une élite, dont je fais pas partie, et comment est-ce que moi, avec, mes petits moyens, je peux essayer de partager ça?» Hem Et j'avais un collègue aussi, d'ailleurs, dans la même entreprise à Potential Park, qui lui vient de Géorgie, pareil, pas du tout une famille aisée, et avec tout un tas de systèmes, il a réussi à étudier dans 5 pays différents, heu, alors que voilà, la Géorgie, pour l'instant, c'est toujours pas un pays européen, donc il y a beaucoup plus, de contraintes par rapport à, nous, en France, de pouvoir faire, Erasmus et cetera. Je disais: «Mais ça, c'est des parcours incroyables», et plutôt que de dire: «Bah, si vous voulez partir à l'étranger, allez voir, tel site qui va vous donner, je sais pas, telle information sur tel visa», encore une fois, qui allait être obsolète assez rapidement. C'est de se dire: «Qu'est-ce que Qu'est-ce qui peut être relativement intemporel?» et donner cette idée aux gens que même si aujourd'hui vous n'avez pas forcément un modèle, ou que ça vous paraît quelque chose, élitiste ou pas pour vous, de partir à l'étranger, voilà, c'est une expérience incroyable. Pas forcément tout le monde a envie de la faire, mais en tout cas, il faut pas se restreindre, pour, des questions, pratiques, ou juste parce qu'on se dit que c'est pas forcément pour nous, quoi. Cette expérience est incroyable et puis être heureux, c'est le lien de tout ça et qu'on commence à voir, si on tire cette pelote de laine. Tu as voulu lancer en 2020, pendant le covid, peut-être, The Happy Project, ou comment, rendre les gens heureux ou, leur donner, les clés pour avoir cette, légèreté, si je puis dire. Je sais pas si c'est le bon mot, mais, comment tu expliquerais ça et quel a été ton cheminement là-dessus? Je suis partie du fait que, donc moi, j'étais en Suède à ce moment-là, alors on n'avait pas du tout de confinement comme en France, on était un petit peu plus libre, mais c'est vrai qu'on était tous, alors pas forcément dans le même bateau, parce que je pense qu'on a tous des conditions, et des contextes différents, dans lesquels on a vécu, cette période du covid. Mais en tout cas, l'ambiance globale était quand même assez sombre, assez incertaine, et c'était assez difficile d'être optimiste, dans cette période-là, peu importe, on va dire, ce qu'on avait de bien dans sa vie à ce moment-là. Hem, donc moi, j'ai commencé vraiment de ressentir cette pesanteur, cette lourdeur. Alors, je me suis dit: «Mais c'est pas possible, on peut pas rester comme ça». Donc juste pour moi, j'ai commencé à m'intéresser à cette question, du bonheur. Donc ça paraît très, peut-être très anachronique d'étudier ça en pleine période de covid, mais bon, j'avais un petit peu plus de temps qu'habituellement à ce moment-là. Il fallait bien, remplir ses journées, donc je me suis pas lancée dans la préparation de pain. Je me suis dit: «Bah, comment est-ce qu'on peut être heureux même, dans une période comme ça?» Il y a eu des périodes bien plus terribles, avant dans le monde. Est-ce que peut-être, en fait, les gens, ils avaient des moments de bonheur, ou comment est-ce qu'il y a eu des moments de bonheur après ces moments très difficiles? Et je me suis dit: «Mais il faut que je prévoie quelque chose, mais vraiment quelque chose de très petit», parce que j'avais pas beaucoup d'énergie. Et je me suis dit: «Bon, si je prévois un très gros projet, je sais pas de quoi demain est fait, donc est-ce que je pourrais le mener à bien?» Et je me suis dit: «Je vais juste partager une citation sur le bonheur par semaine, heu, par email aux gens qui voudront». Donc ça a vraiment commencé comme ça, de se dire, bah, tous les jours quand on regarde, les infos, ou même, tout ce qu'on entend autour de nous, c'est relativement, négatif, et tout ce à quoi on pense aujourd'hui, c'est, bon, bah, on ne sait pas de quoi demain est fait. Là, l'économie va mal, la santé va mal, tout va mal. Je me suis dit: «Bah, voilà, peut-être que ça paraît naïf, mais au moins une fois par semaine, je penserai à quelque chose sur le bonheur». Alors après, il faut pas être, je pense, trop, se dire que tout va être, résolu, parce qu'on envoie une citation, sur le bonheur, ce serait trop simple. Ou inciter, parfois dans cette espèce de positivité un peu toxique, de se dire, «Tout va mal», mais on fait semblant que tout va bien.
et et on fait comme si de rien n'était. Là, c'était simplement pour se dire: «OK, j'ai une réflexion sur le bonheur. Est-ce que je suis d'accord avec cette citation? Peut-être que oui, peut-être que non. Qu'est-ce que ça m'inspire sur ma propre vie?» Et juste remettre cette notion du bonheur au centre, du quotidien, même encore une fois dans un moment qui était, assez compliqué pour beaucoup de gens. À travers des bulletins, des articles, des vidéos notamment, hein, tu as eu, pas mal de partages là-dessus et ça continue, sous une autre forme aujourd'hui. Heu, donc déjà, dire aux gens que démarrer petit, c'est pas mal. Partir d'une newsletter une fois par semaine à faire une citation pour en arriver là où tu en es, c'est un bel exemple. Mais je pense qu'à la fois, il faut être ambitieux sur le long terme et on peut se dire, on peut avoir cette vision d'avoir peut-être tout un écosystème, sur, le bonheur, je pourrais me dire, je sais pas, je lance, plein de livres sur ça, je lance, j'en sais rien, une ligne de vêtements, qui nous rend, plus heureux avec que des couleurs, qui, je sais pas, pourraient nous rendre heureux. Enfin, on pourrait pousser, ça très, très loin ou faire des colonies de vacances où on apprend, à être heureux, j'en sais rien. Moi, je pense qu'on peut être très ambitieux dans la vision globale, mais que si on commence tout de suite, hem, en se disant: «Il faut que je crée un podcast, il faut que je crée une newsletter, il faut que je crée un site internet, il faut que je crée ci, ci, ça et ça», pour la plupart des personnes qui vont, avoir envie de bien faire et avoir, une certaine tendance au perfectionnisme, ben, on peut avoir au début beaucoup de motivation et ensuite ça va devenir très, très compliqué parce qu'il y a beaucoup de choses, surtout si c'est la première fois qu'on se lance au moins dans l'une de ces activités, bah, il y a quand même beaucoup de marge, d'apprentissage. Donc ça peut vite devenir, très décourageant et ça va être compliqué de faire, par exemple, toutes les semaines, un podcast, une newsletter, je sais pas, des updates sur le site internet, autant de choses. Donc là, je me suis dit: «Non, on va faire pendant au moins 1 an, juste une citation par semaine. Si j'arrive à faire ça, on verra après». Déjà, je prends cette habitude de, ben, c'est quelque chose de tout petit, mais c'est déjà quelque chose et vaut mieux que je tienne ça pendant longtemps plutôt que de me dire: «OK, pendant 2 mois, je mets tout sur ça». Et la réalité d'aujourd'hui, c'est que la plupart des gens ont pas, des milliers d'heures comme ça, où ils ont rien à faire, dans leur quotidien. Donc si quelqu'un a envie de lancer, même une très grande initiative, je pense que de commencer petit, même si ça peut paraître assez, ridicule, au début de se dire: «OK, j'envoie une citation par email à des gens que je connais». C'est rien du tout. Peut-être qu'il y a des gens qui vont vous dire, «Oui, bah, c'est pas une newsletter» et à l'époque, effectivement, c'était pas une newsletter ou bah, qu'est-ce que ça apporte? Tu vas pas changer le monde avec ça. C'est vrai, mais je me dis aujourd'hui 4 ans après, il y a encore des gens qui envoient des messages pour me dire: «Bah, c'est super chouette et j'attends avec impatience, la petite citation et ça me fait réfléchir à ça». Et je me dis: «En fait, c'est incroyable, peut-être que ça change pas leur vie, mais en tout cas, un jour par semaine, ils ont une petite lueur comme ça, qui revient et effectivement, ça permet d'avoir un point de départ pour ensuite grandir et développer, plus de choses». Et c'est important cette stratégie des petits pas, même si tu dis ça paraît ridicule, mais au contraire, c'est bien d'avoir cette stratégie des petits pas et de la régularité puisque tu mets des marches trop hautes, tu vas avoir du mal à faire et comme tu le dis, d'un projet, enthousiasmant peut te créer de la complexité et au final te bloquer à toi-même donc c'est important. Mmh. Et toujours aussi partir sur, de la simplicité et pas forcément essayer de se dire, «Il faut que je sois au même niveau, que toutes les personnes, soit que je vois, soit, auxquelles j'ai envie de ressembler». Hem, on en parlait un petit peu tout à l'heure, Fabien, avant l'entretien sur, les différentes façons de créer un podcast et donc moi, la première fois que j'ai fait, des épisodes, bah, c'est, une personne que je connais et on a enregistré ça, sur Teams. C'était, le micro de mon ordinateur, la caméra de mon ordinateur. Il y a aucun edit, dessus et je me suis pas, pour une fois, je me suis pas focalisée sur: «Mais qu'est-ce que les gens vont penser? Ils vont dire: "C'est quoi cette qualité?"», un petit peu très incertaine, de podcast et du coup, pendant très longtemps, je l'ai pas du tout marketé, comme un podcast. D'ailleurs, c'était même pas disponible sur aucune plateforme. C'est-à-dire que, juste quand j'envoyais ma newsletter, je mettais un lien, vers le fichier audio de, de ces entretiens. Donc j'avais un petit peu quand même ce syndrome de l'imposteur de me dire: «Bon, c'est pas vraiment un podcast, je peux pas l'appeler un podcast, c'est pas sur les plateformes», parce que je me disais juste, voilà, c'est des entretiens, des échanges que je partage sur ça. Il y a pas du tout
voilà, de honte à commencer petit ou se dire: «Il faut, directement que j'ai un micro ou que j'ai du matériel de professionnel». Si vous voulez que ce soit votre, métier et vous montrer comme un expert, du podcast, oui, là, ça peut être intéressant, de commencer par, des petites choses qui peuvent, vous placer dans une posture, professionnelle. Mais moi, c'est pas du tout mon ambition de devenir, je sais pas, une spécialiste de la communication ou du podcast ou la gestion de ce type de choses. Donc j'essaie d'être, reconnue comme quelqu'un qui partage sur le bonheur et pour ça, j'ai pas besoin d'avoir, on va dire le dernier micro, ou la dernière plateforme pour enregistrer. Ouais, puis c'est intéressant ce que tu dis parce que généralement, quand on se compare à des gens qui ont réussi et qui sont un peu modèles, mais on oublie que ça fait 5, 6, 10 ans qu'ils font ça. Et revenir à la base et comment ils ont démarré, ben, tu te rends compte qu'ils sont passés par le même apprentissage que toi, par les mêmes galères, par le même doute, etc. Donc, c'est bien de se comparer, mais sur la bonne échelle aussi. Ouais et après ça peut être vraiment un parti pris. On voit aujourd'hui, il y a, des personnes par exemple qui font, tout ce qu'on appelle les vlogs où, ça va être beaucoup moins édité, et beaucoup moins préparé que, d'autres vidéos qu'on peut voir en ligne aujourd'hui qui sont, des vrais films en fait, comme on pourrait le voir, presque au cinéma, où il y a une production derrière qui va être, énorme et si on se dit: «Bah, moi je voudrais faire, quelque chose comme ça», effectivement c'est beaucoup de travail, beaucoup de moyens et ça peut être un parti pris de se dire: «Bah, aujourd'hui en fait moi je crée quelque chose qui est, comme mon quotidien, comme, ma réalité». Moi dans les podcasts, je laisse, voilà quand il y a, pas une notification une fois, j'avais un entretien avec, un monsieur qui est, très, très célèbre, qui a fait, 2 TED, enfin 2 conférences TED, mais il est très occupé donc il a dit: «OK, on fait l'entretien». On avait un temps assez court et il est pas forcément très au point sur la technologie donc pendant notre entretien, on entend que sur son ordinateur, il reçoit un email, qu'il y a son assistante qui vient, derrière et en fait, moi, je laisse tout ça dans l'entretien parce que je me dis peut-être que d'un point de vue audio, c'est pas la meilleure qualité, c'est pas, le plus agréable, mais tout le monde sait que ce que je partage pendant l'entretien, voilà, c'est la réalité. Il y a pas de moments coupés, il y a pas de de choses, voilà, qui ont été, il y a des choses qui sont préparées. Je prépare les entretiens, je prépare, les questions, mais ce qu'on partage, c'est vraiment l'authenticité de cet entretien. Donc ça, c'est un parti pris, que j'ai décidé, dès le départ. Comme ça, si on m'attaque sur, par exemple, la qualité, de l'audio, on va se dire: «Bah, effectivement, il y a des bruits parasites». Je peux dire: «Oui, oui, c'est fait exprès, c'est le concept». Donc parfois, si vous savez que vous allez être attaqué sur quelque chose, vous pouvez vous dire: «Non» et j'inclus ça, en fait, dès le départ dans mon concept de base et j'assume jusqu'au bout, cette partie-là. Eh beh, c'est une bonne introduction parce que justement, par rapport à la base du bonheur, c'est réussir aussi à se détacher peut-être du regard et des jugements de l'autre. Oui, c'est vrai que, on parle beaucoup, de ce jugement des autres, de est-ce qu'on peut être heureux peut-être, si, on a, toujours ce souci, des autres. Alors j'aurais pas moi de baguette magique ou de recette magique pour dire, voilà comment on peut se détourner de tout ça. Hem, Moi, il y a un élément qui est très présent chez moi, alors qui est peut-être l'inverse de se détacher, du regard des autres, mais qui m'aide à avoir, on va dire un bon recul sur ce que je fais, pour pas à la fois me sentir, trop jugée ou me sentir jugée sur des choses qui seraient pas importantes et en même temps faire les choses d'une manière où je me dis: «Bah, ça, je peux en être fière». Alors je ne pense pas tous les jours au quotidien dans chaque tâche, pour savoir si je dois faire ma vaisselle, ou je peux la remettre à demain. Mais vraiment pour les grandes questions, je me dis: «Si j'avais, des enfants dans 10 ans, dans 20 ans et qu'eux, ils regardaient mes choix aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils penseraient de ça, de ce que j'ai fait?» Je me pose cette question, par exemple, sur le fait que, j'ai beaucoup voyagé, que je continue de voyager beaucoup. Aujourd'hui, on a beaucoup plus, discussions sur, par exemple, l'impact environnemental de l'avion. Donc j'essaie de me dire, si mes enfants dans 10 ans, dans 20 ans, ils venaient me voir et me disaient: «Mais toi, quand tu étais jeune, regarde, tu as toujours voyagé et c'est de ta faute si aujourd'hui, la planète, va mal et cetera». C'est de me dire: «Bah, en fait, comment je fais mes choix si j'essaie de réfléchir au au futur, à la fois dans assez peu de temps, mais aussi dans vraiment longtemps?» Et je trouve qu'avoir cette rétrospective
d'à la fois quelqu'un qui peut être assez, dur envers vous. Je pense que parfois les enfants, jugent de façon assez drastique leurs parents et en tout cas aussi jugent avec la vision contemporaine de la société. Il y a des années, on parlait pas de l'impact écologique, de l'avion, par exemple. Donc à la fois se dire: «Bah, je me projette dans l'avenir, mes choix aujourd'hui, ils ont une conséquence, bah, pour moi aujourd'hui, mais aussi pour, le futur de moi, la société dans laquelle, je vis» et en même temps, avoir quelque chose qui va être relativement, hem, sain, et de me dire: «Bah, oui, je vais sûrement faire, des erreurs». Il y a déjà des choses que j'ai faites que peut-être seraient mal jugées, par une personne dans le futur. Mais est-ce que je peux l'expliquer? Est-ce que je peux l'argumenter avec aussi le contexte dans lequel, moi je vis aujourd'hui? Donc j'essaie pas vraiment de me détacher du regard, des personnes, mais j'essaie toujours de me dire: «Voilà, si je devais expliquer ça, à, mes enfants dans 10 ans, dans 20 ans, est-ce que j'arrive à le faire? Est-ce que j'arrive à me dire que c'était un bon choix ou pas?» ou comment est-ce qu'eux ils regarderaient un petit peu tout ça? Tu es aussi, prof de management aujourd'hui dans différentes écoles, donc on va en parler. Mais j'imagine que ton approche, et ta relation à l'autre, au bonheur, à l'humain, doit bousculer un peu par rapport à certaines, théories, du management. Est-ce que tu as des points de friction? Est-ce que certains t'en parlent? Est-ce que, comment tu vis tout ça? Alors, je dirais pour l'instant non. Il y a pas vraiment de cours où j'ai eu on va dire des points, vraiment de divergence avec notamment les étudiants. Alors, les étudiants, moi, je fais uniquement cours en master, donc ils sont, on va dire, assez, âgés ou en tout cas à la fin de leurs études. Et il y a beaucoup aussi d'étudiants qui sont des personnes en réorientation, qui vont avoir, 35, 40, 45, parfois, 50 ans, donc qui ont encore plus d'expérience parfois, du terrain que moi. Hem Et en fait, je pense que la raison pour laquelle, pour l'instant, j'espère avoir, à la rentrée, si peut-être cette année ce sera différent, j'ai pas eu de point de divergence, c'est que déjà je pars toujours du principe qu'effectivement ce que je leur partage, ça intervient dans un contexte particulier. Donc je leur donne toujours un petit peu le type d'entreprise dans lequel j'ai travaillé, mon parcours jusqu'à aujourd'hui et j'en dis: «Voilà la réalité, pour ce type de management, ce type d'entreprise». Quand eux, ils peuvent avoir un contexte différent, on discute de leur contexte différent à eux et j'essaie toujours de partir de la théorie. On va dire, je reste prof, il faut toujours partir de la théorie et il y a beaucoup de réalité dans la théorie, mais il faut aussi regarder comment est-ce qu'on l'adapte sur le terrain. Donc j'essaie d'avoir cette posture en tant que prof de, à la fois, effectivement, j'ai du savoir, voilà d'où il vient, de quel contexte il sort, dans quel contexte il fonctionne et on peut essayer de regarder pour votre situation, est-ce que vraiment le contexte il est différent? Dans quel cas on peut l'adapter? Donc c'est vrai que ça en France, c'est parfois un petit peu, étonnant, pour les étudiants. Ceux qui vont 2 années d'affilée, ils ont l'habitude après. Mais je pense qu'au départ, même si aujourd'hui c'est une posture de prof qui se développe, un peu plus, en France en particulier, on a beaucoup cette idée qu'il y a une réponse, avec, une personne d'autorité qui a, cette réponse et qui est normalement, la personne qui décide et qui va nous dire, ce qu'il faut faire. Et et je pense que c'est ça à la fois la beauté et la complexité du management, c'est que, il y a plein de choses qui ont l'air très faciles, sur le papier. Un petit peu comme la communication, on peut dire: «Bah, pour bien communiquer, il faut faire ça, il faut faire ça, voilà, il faut prendre en compte l'avis des gens», oui, mais sur le terrain, comment on fait? Si vous avez, 200 collaborateurs, est-ce que vous pouvez, toutes les semaines, faire un entretien avec vos 200 collaborateurs pour savoir, comment, est-ce qu'ils se sentent dans l'entreprise? Qu'est-ce qui va bien pour eux? Qu'est-ce qui va pas? Comment est-ce qu'on va gérer ça? Donc je pense que le meilleur compliment que j'ai eu sur, ces années, d'enseignement, du management, c'est des personnes qui, au début du cours, vont me dire: «Non, moi ça, j'y crois pas que ça marche» ou alors, «Je comprends pas» ou «C'est que de la théorie». Heu, En gros, soit ça les intéresse pas, soit ils sont pas convaincus et qui reviennent me voir à la fin du cours, qui me disent: «Là, c'est bon, j'ai compris et j'ai utilisé ça dans mon entreprise et ça a fonctionné». Là, je me dis: «Voilà, là, j'ai tout gagné, j'ai pas besoin qu'ils aient, des bonnes notes, je m'en fiche entre guillemets qu'ils aient, leur diplôme ou pas, tant mieux pour eux s'ils l'ont, en général ils l'ont,
Mais c'est pas mon travail, c'est pas de faire en sorte qu'ils aient, des bonnes notes ou qu'ils aient leur diplôme. C'est que tout ce que je leur raconte, au-delà qu'ils apprennent quelque chose, c'est que même ceux qui au départ se disent: «Ça, soit ça fonctionne pas, soit vraiment je suis pas convaincue ou pourquoi est-ce qu'elle nous raconte, tout ça cette prof pendant des heures?» C'est qu'à la fin du cours, ils se disent: «Si, en fait, j'ai essayé et là, ça marche». Et parfois, il y a une petite adaptation par rapport à la théorie. Il faut être, agile aujourd'hui, on aime bien utiliser ce mot-là, mais c'est la réalité. Donc je pense avoir cette posture à la fois de sachant, mais d'être très clair sur ce que l'on sait. Heu, Moi, je sais des choses sur le management, je ne sais pas tout sur le management. Donc je reste sur, mon créneau à moi. Je n'enseigne pas, la finance. Je sais des choses sur la finance, mais c'est pas exactement de mon domaine, donc je pars pas là-dedans. Heu, donc on peut être, à la fois très strict sur sa posture et dire: «Effectivement, il y a des choses, moi, je peux vous en parler, je l'ai vu concrètement, ça marche pas». Mais il y a d'autres fois où, je connais pas tout et on peut essayer d'analyser ensemble, comment les choses fonctionnent. Et justement, sur quoi tu les sensibilises ou tu essaies de les acculturer? Et comment tu les, comment ce plaisir, cette relation à l'humain, enfin tout ce qu'on a détaillé sur toi et que tu aimes, tu vas essayer d'injecter des pas d'injecter, mais de planter des graines, on va dire, et de faire fleurir tout ça, dans leur inconscient à eux? Je pense la façon, dont j'essaye déjà de comment est-ce que je pourrais dire ça? J'essaie d'être un exemple au sens où, au-delà de ce que je vais leur raconter, j'essaie toujours de venir en cours en étant à la fois, moi-même, mais aussi en ayant le maximum à leur donner. Je pense que si, on est un prof ou même, un salarié ou n'importe qui vit dans la société et qu'on se balade en fait dans la société, sans énergie ou si moi je faisais par exemple ce podcast aujourd'hui en me disant: «Bah, ah, c'est une dure journée. Bon, alors, mais je vais quand même venir vous partager ce que je sais sur le management. Donc le management, ta 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 ta». Ils vont se dire: «Mais en fait, c'est pas très inspirant effectivement tout ça. Est-ce que j'ai envie de travailler dans le management et de devenir déprimée, comme comme notre prof madame Bidot? Peut-être pas». Donc je pense qu'il faut avoir cet équilibre-là entre, être soi-même. Il y a des jours où ça va vraiment pas, je vais pas faire semblant ou, on va dire, faire, la présentatrice, entre guillemets, «tout sourire», du cours si vraiment ça va pas. Mais je pense qu'on a tous une vraie responsabilité de la façon dont on interagit, heu, avec le monde. Donc quand je viens, je suis pas en train de penser à mes emails, je suis pas en train de penser, à d'autres activités hors de mon cours. Sur les heures où je fais cours, je suis là et je suis avec eux et je viens avec, l'énergie dédiée pour ça. Et parfois, ça peut arriver, qu'il y ait plein d'événements dans la vie. Il y a quelques années, je crois que c'était ma deuxième année d'enseignement où, j'ai perdu subitement un membre de ma famille qui s'est suicidé et vraiment là, je me disais pas, «Je vais pouvoir aller en cours et juste faire le cours, normalement comme si de rien n'était» avec, toute la positivité et l'énergie, que je leur, partage habituellement. Donc je leur ai dit: «Bah, voilà, aujourd'hui, heu, vraiment, je vais pas faire des blagues, je vais pas être, comme d'habitude, je vais pas vous raconter, toute ma vie, mais voilà, c'est une journée, très très difficile. J'ai dû décaler, 2 cours à ce moment-là, pour, assister à l'enterrement et donc j'ai été simplement transparente avec eux, de leur dire: «Bah, voilà, je viens d'avoir un décès dans ma famille, donc aujourd'hui, je vais pas être, avec autant d'énergie et de positivité que d'habitude. Je vous partage le cours quand même et ça me fait entre guillemets, «plaisir» d'être avec vous, aujourd'hui et je suis contente d'être là et de pouvoir partager avec vous». Effectivement, l'humeur sera un petit peu différente. Donc je pense qu'on peut le but, c'est pas de voilà, de faire semblant ou d'être que positif, tout le temps. Ça, je pense quand je parle, par exemple de ces notions du bonheur, on a beaucoup aujourd'hui cette incitation à être tout le temps heureux, être toujours, en forme, être, Incitation, injonction des fois, tellement. oui, même injonction ou be happy, enfin soyez heureux, voilà, il faudrait que tout le monde aille bien, tout le temps, tout le monde ait de l'énergie tout le temps, tout le monde soit en bonne santé tout le temps. Non, c'est pas le ça.
et tout le monde ne peut pas forcément organiser, sa vie ou ses journées pour, on va dire se présenter au monde que quand ils sont, voilà, en pleine forme. Si on disait: «Bah, je vais au travail, que, quand, voilà, je suis de bonne humeur et j'ai de l'énergie», peut-être qu'on on n'irait pas souvent, au travail. Donc avoir cet équilibre-là, à la fois d'être transparent, mais effectivement de se dire: «Quand relativement ma vie va bien, j'essaie de venir avec, heu, cette énergie-là», parce qu'eux aussi, ils vont avoir cette perception. Il y a pas de meilleur exemple, je pense, que de faire soi-même les choses qu'on recommande ou voilà, si je veux que les étudiants, ils soient attentifs, qu'ils soient engagés pendant le cours, bah, il faut que moi aussi, je sois, engagée pendant le cours, attentif, à tout ce qui se passe. Hem, Après, je pense qu'aujourd'hui, le rôle, on va dire, de tout être humain, prof particulier, mais généralement en société avec toute l'intelligence artificielle, hem on va revenir à cette question de l'humain. C'est ça qui va être au centre, je pense, de tout et de leur dire: «Bah, il faut utiliser la technologie». Moi, quand j'ai commencé mes études, c'était le début des ordinateurs. Si on nous avait dit: «Ah bah, non, maintenant, faut pas utiliser internet», on se serait dit: «Ah bah, pourquoi?» Il faut utiliser les outils qu'on a à notre disposition, mais il faut le faire effectivement, intelligemment et je pense que c'est le grand défi, aujourd'hui, c'est de faire les choses intelligemment et avec, une pensée pour l'être humain et de ce que ça nous fait à nous d'utiliser, la technologie. La pensée de l'être humain, tu l'as dit tout à l'heure aussi, il y a au-delà de l'authenticité, c'est être vrai, être juste et ne pas utiliser peut-être un de faux self, comme on entend, comme on voit ou quelquefois tu te conditionnes, tu te mets dans cette vision-là. Toi, l'énergie que tu as là aujourd'hui, c'est l'énergie dans ta journée habituelle et tu n'es pas un jouet juste pour cette émission, quoi. Non, après, c'est vrai que, je pense que ça s'apprend vraiment de gérer son énergie. Heu, Beaucoup de gens qui me voient, dans mes rôles, on va dire, de représentation, que ce soit, des étudiants, que ce soit des personnes avec qui je fais, des workshops, des personnes qui me voient dans mon rôle de consultant, quand je suis pas assise derrière un bureau à faire un rapport, disent: «Oh là là, Roland, elle a tellement d'énergie, elle a toujours la positivité», tout ça. Hem Mais je suis aussi quelqu'un de très introverti. Donc je sais que je peux pas faire ça, tout le temps. Donc quelqu'un qui me voit à la fin d'une semaine où, j'ai fait par exemple, des conférences toute la semaine ou des cours toute la semaine, je vais pas forcément être négative, mais je vais être, sur mon canapé à rien faire. Tu sais, ça ma batterie sociale est à plat. Donc là, je si quelqu'un vient me parler ou si je dois aller à une fête à ce moment-là, vraiment je vais pas être sympathique. Donc si jamais vous me rencontrez à un moment donné où vous voyez que je ne suis pas sympathique, c'est exactement ma batterie sociale est épuisée. Donc j'essaie de gérer ça, d'avoir des moments effectivement où, bah, mon énergie, c'est plus d'être, derrière mon ordinateur, de faire un rapport et là, je suis pas forcément, pom pom pilop, enjouée et cetera. Mais effectivement, c'est pas mon faux moi, quand je suis, là en entretien avec de l'énergie, c'est mon vrai moi, mais qui est, pas optimisé pour ce moment-là, mais effectivement, heu, c'est organisé autour de ça. Si je sais pas, je sais que j'ai pas de l'énergie à 3 heures, du matin au milieu de ma nuit de sommeil, je vais pas faire un entretien quand je viens de me réveiller. C'est un petit peu la même chose. On a tous des moments où on est plus ou moins, voilà, au top, ou si j'ai faim, je vais être moins sympathique que que quand mon estomac est rempli. Donc c'est pas, une autre personne que moi, c'est, différentes, versions de moi-même, et j'essaye que ce soit, voilà, pas, grumpy Orland ou, Orland grincheuse, qui soit, sur des tâches de représentation Ça, devant des PowerPoint. oui, c'est bon. Ça, ça a un mot, À moins 45 minutes, c'est pas mal. c'est pas mal. Comment tu Comment tu pourrais, allez, je vais pas dire conseiller, mais donner des astuces puisque tu es consultante en efficacité personnelle, notamment. Je dis notamment parce que tu as plein de palettes, on a compris. Comment tu pourrais, donner des astuces pour cultiver, cette positivité au quotidien et cette gestion de l'énergie, comme tu dis? Alors fou, ça regroupe, plein de sujets. En 1er, je vais donner une citation parce que c'est vraiment, je pense, le point de départ, de tout et qui, moi, m'a beaucoup
aidé dans un moment où je travaillait, beaucoup, de me dire en fait, j'avais l'impression que à la fois tout allait mal dans ma vie. J'avais le sentiment de mal-être assez profond alors que sur le papier, vraiment tout allait bien. Et c'est une situation, je pense, qui est assez, commune, on va dire aujourd'hui à notre, génération. Et il y a une citation qui illustre, bien un petit peu comment se sortir de tout ça. C'est une citation de Jules Bollack, qui dit: «Si tu ne trouves pas le bonheur, c'est peut-être que tu le cherches ailleurs, ailleurs que dans tes souliers, ailleurs que dans ton foyer». Donc le sens vraiment de ça, c'est de se dire: «Bon, déjà, on est tout le temps à la recherche effectivement, du bonheur», et la réalité, c'est qu'il y a plein d'entre nous qui, ont pas forcément des bonnes conditions. Parfois, on est très, privilégiés, il faut être, conscient de ça, et parfois, même quand on est privilégié, il y a des choses, qui peuvent être, compliquées, humainement, financièrement, point de vue du travail, plein de choses. Mais, à partir du moment où moi j'ai commencé d'arrêter de me dire: «Ah, tout va mal et il faut que je change de travail et il faut que je change de pays et il faut que je change, toute ma vie», je me suis dit: «OK, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui, qui est bien et qui va bien?» Parce que, OK, je peux claquer des doigts, démissionner. Bon, même si je démissionne, j'ai 3 mois de préavis, donc ça va pas être du jour au lendemain, ma vie change complètement. Et même si ma vie change complètement, OK, qu'est-ce que je fais vraiment demain, qui pourrait vraiment me rendre heureuse? Parce qu'on est beaucoup, je pense, à faire ça, à se dire: «Ah bah là, ça va pas, alors je change de travail ou je vais à un autre endroit, je déménage, je change de relation», peu importe, on cherche continuellement ça. Et Et là, je me suis adopter vraiment la chose plutôt que de l'interpréter et de bien l'analyser. c'est ça, où en fait, on part du principe que, bah, il y a quelque chose qui va pas, donc on fait sortir cet élément qui nous met dans l'inconfort. J'aime pas ce travail, donc je change de travail. Je sais pas, j'aime pas cette ville, je change de ville. Je n'aime pas cette personne, je la sors de de mes relations. Hem Et là, je me suis dit: «OK, bon, j'ai l'impression que tout va mal, mais sur le papier, bah, tout va bien. Mais qu'est-ce qui, moi, me rend bien et qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui, qui me rend bien?» Et j'ai juste commencé d'aller à la gym tous les matins. Alors ça voulait dire que je me levais à 5:30, du matin pour pouvoir, faire, ma séance de gym. Après ça reste, un cadre, très privilégié où, bah, j'avais pas d'enfant, où j'ai personne d'autre à m'occuper que moi. Donc oui, j'ai beaucoup de travail et oui, je fais beaucoup d'heures, mais je me suis dit: «Bon, ça, je peux le faire. Ça veut dire que je dors, un peu moins ou qu'il faut que je me couche, un peu plus tôt, mais je vais faire ça et ça, ce sera pour moi». Et ma vie, elle va pas, changer. Je veux dire, j'aurai toujours, autant, d'heures, autant de réunions, autant d'emails chaque jour, autant de choses qui iront pas, mais j'aurais fait déjà un truc pour moi. Et en fait, j'ai mis en place plein de petites choses, au fur et à mesure, en me disant: «Bah, rien va changer dans mon quotidien, sur les grandes choses, mais j'essaie de faire une petite chose, de voir est-ce que ça m'apporte, un petit peu de bonheur?» Et une fois qu'on a commencé en fait, cet engrenage, on peut mettre en place plus sur, le long terme, des vrais changements et se dire: «Bah, effectivement, peut-être que je vais changer de travail, mais je le prépare», et pas juste, je me dis: «Bon, là, j'en ai trop marre, des réunions et des emails, donc je me lance comme agricultrice». Alors que ce serait pas forcément, du tout, ce qui est fait pour moi et ce qui va me rendre heureux. Je pense que souvent, quand on est dans un extrême, bah, on est poussé à aller vers un autre extrême qui est pas forcément beaucoup plus, satisfaisant, en fait, pour nous. Donc cette citation, voilà: «Si tu trouves pas le bonheur, c'est peut-être que tu le cherches ailleurs, ailleurs que dans tes souliers, ailleurs que dans ton foyer». C'est pour se dire: «Oui, c'est vrai, il y a des conditions, difficiles, des fois, dramatiques, mais on peut pas forcément toujours les changer, du jour au lendemain», et de partir, de ces petites choses. Et si je peux donner un autre, conseil vraiment, pratique pour le quotidien, que j'ai tiré en fait cette semaine, d'une série turque, sur Netflix. Comme quoi parfois regarder Netflix, Voilà la source. c'est pas toujours, mauvais. Je crois que le titre, pour ceux que ça intéressera, le titre qui a été traduit en anglais, ça doit être «Thank you next», donc «Merci au prochain». C'est une série, donc turque, sur Netflix. Et dans l'un des épisodes, donc il y a un couple qui est séparé, mais on voit un moment où en fait, à chaque fois au 1er janvier ou au 31 décembre,
ils ont en fait des jarres où ils ont mis, tous les petits moments, de bonheur qu'ils ont eu, au cours, de leur année, donc comme des petits post-it qu'ils mettent au fur et à mesure, dans la jarre. Et on parle beaucoup, par exemple, de, gratitude, de choses comme ça, de noter, ce qui nous fait plaisir. Mais souvent, quand on fait ça au quotidien, ça peut être un peu rébarbatif ou de se dire: «OK, c'est quoi, pour lequel je suis, reconnaissant aujourd'hui?» Bah, je suis en bonne santé ou je sais pas, le soleil, s'est levé ce matin. Mais là, en fait, d'avoir ces jarres, ils ont une jarre pour les bons moments et je pense que c'est intéressant aussi d'avoir une jarre pour les moments, compliqués et d'avoir des jarres transparentes qui visuellement permettent de voir, bah, en fait, cette année, j'ai déjà eu plein, de bons moments ou bah, non, cette année, c'est une année compliquée et j'ai beaucoup de mauvais moments. Déjà, visuellement, je pense qu'on peut avoir cette motivation de se dire: «Ah bah, je vais remplir la jarre» et je vois, le on va dire le niveau de cette jarre de petits bonheurs, qui augmente et même si je pense que cet aspect de reconnaissance, il est important, souvent on va avoir, je pense peut-être de la difficulté à trouver des choses très précises et on va plutôt, voilà, mettre des choses très bateau, sur ce mode de reconnaissance, de se dire: «Bah, voilà, j'ai de quoi manger, tous les jours, j'ai un bon travail». OK, c'est chouette, mais en fait, le bonheur, il se construit pas par rapport à ça. Donc moi, j'essaie de me dire, en fait, de noter des petits moments qui qui peuvent me donner un petit bonheur. C'est tout bête, mais hier, donc j'étais dans la rue ici, à Lyon et il y a un trottoir où je marchais qui était vraiment, assez restreint et donc bah, soit moi, soit la personne qui arrivait en face devait se décaler. Donc je me suis décollée et la personne en face m'a juste fait un grand sourire avec un petit regard, pour dire, merci et je me dis: «Mais en fait, de nos jours, ça c'est un petit peu rare dans la rue». Donc je l'ai noté dans mes petits moments, de bonheur de me dire: «Mais ça, en fait, c'était super chouette» et il y a plein de fois où on peut se pousser dans la rue, voilà, pour laisser passer, quelqu'un et on n'est pas toujours responsable du fait que la personne en face va nous faire un petit sourire ou pas. Mais en tout cas d'être, voilà, reconnaissant ou de noter ce petit moment, je pense que c'est vraiment important et d'agir aussi sur ces petits bonheurs. Pour les autres. Hier, j'ai eu une livraison, de fleurs qui sont les magnifiques fleurs qui sont, derrière moi. La personne qui a fait la livraison, m'a appelée auparavant pour me dire, «Est-ce que vous serez bien chez vous? J'ai quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir», qui est monté ensuite jusqu'à, mon appartement, ce qui est rare quand même, aujourd'hui et vraiment qui m'a communiqué sa bonne humeur lors de la livraison et tout de suite après, je me suis dit: «Faut pas que j'attende sinon, je sais que j'aurai pas le temps». J'ai envoyé un message à l'entreprise qui emploie, ce livreur pour leur dire: «Bah, voilà, c'était juste pour vous mettre un petit message. J'ai eu une livraison, de votre, part aujourd'hui. Votre livreur, vraiment, il a une bonne humeur communicatrice, communicative peut-être? Communicative et c'est super chouette, d'avoir, bah, des personnes à la fois professionnelles comme ça, mais aussi, qui vous font un bon moment dans votre journée. Parce que si vous avez une livraison de fleurs avec quelqu'un, voilà, qui je sais pas, qui a envie de vous le lancer, en bas de ses murs et qui est pressé, non, mais c'est vrai, le métier de livreur, il y en a beaucoup, qui ont des conditions, difficiles, où ils sont, chronométrés, où ils ont, je sais pas, 200-300 colis à livrer dans la journée. Donc ils ont pas vraiment envie de discuter avec vous et ils ont pas forcément, voilà, le sourire jusqu'aux lèvres quand ils sont dans les bouchons, de la ville, toute la journée pour aller livrer, vos colis. Donc là, je me suis dit: «Bah, voilà, je prends le temps» et ça m'a rendue autant heureuse d'avoir, cette livraison avec ce coursier, qu'ensuite de prendre le temps d'écrire ce message et d'imaginer que derrière, bah, cette entreprise, ils vont être contents, que peut-être ils vont lui passer le message, que lui aussi sera content. Je me dis: «Mais en fait, j'ai doublé, ma petite dose, de bonheur avec cette petite action, après». Il y a plein de choses, je t'ai laissé parler sur lesquelles je voulais, rebondir. Effectivement, ça, c'est quelque chose qu'on cultive et qui est de plus en plus rare. Puis il y a plein de petits tips, de petites astuces comme ça, tu vois? C'est moi qui utilise de l'anglais maintenant. Heu, mais se coucher le soir avec, non pas la gratitude et cetera, bien que ça marche aussi, comme tu dis, le soleil se lève et cetera. Mais des fois des choses plus, terriennes, on va dire, juste se rappeler le qui vit du jour. Mmh. Heu, j'ai des filles et des nièces et de temps en temps, je leur demande, quand ils sont petits, là, il a 5-6 ans, je dis: «C'est quoi ton qu'est-ce que tu as aimé aujourd'hui? C'est quoi ton kiff?»
Et du coup, ça garde ces notes de positivité et se coucher avec quelque chose de positif, on se couche plus serein et ça c'est cool. Le côté de la jarre, hein, c'est très puissant, même si tu lui mets un message qu'une fois par semaine ou quoi que ce soit sur, un moment cool, quelque chose que tu as aimé et ce qui est chouette, alors je connaissais pas cette version-là, mais c'est cool de comparer les 2. Bien que si tu as une jarre un peu trop grande sur le négatif, c'est faut y aller avec parcimonie, mais celle qui est cool, en fait, c'est que, beh, si un jour, tu as un moment de moins bien ou quoi que ce soit, dans la semaine, hein, au bout d'un certain temps et tu vas là-dessus, tu vas piocher, tu as une pioche de 3 et tu dis: «Ah ouais, c'est vrai qu'il m'est arrivé ça et c'était bien» et ça te remet dans la condition que on a ces biais cognitifs où notre cerveau est fait pour aimer, apprécier, et cultiver le négatif et prendre beaucoup de place, un peu moins le positif. Donc c'est vrai que c'est super intéressant et le dernier point, là, comme je voulais pas te couper, le côté, quand quelque chose ne va pas, où on est tu le dis et tu as raison sur cette, culture aujourd'hui où dès que ça va pas, on jette, que ce soit les relations, sociales, humaines, professionnelles et cetera et je pense qu'on est de la même génération, mais que la génération, on va dire, un peu après nous est beaucoup dans ce côté, instantanéité, se lâcher, aller vite. Parce que voilà, parce que la culture, les réseaux sociaux et cetera, enfin, il y a plein de paramètres, hein, sociétaux, par rapport à ça. Donc, on va pas leur jeter la pierre parce que même nous, on est différents de nos parents, c'est OK. Mais se dire que, l'exercice moi que je fais de temps en temps qui est hyper puissant, c'est faire un simple tableau sur la situation, ce qui va et ce qui va pas et en fait, tu te rends compte que tu es en bas, tu dis: «Ouais, ça va pas», comme tu dis. Il y a tout qui va pour être heureux. C'est vrai qu'on a moi, je pense que ça va parler à beaucoup d'auditeurs, on a tout ce qui va pour être heureux et pourtant on se sent pas forcément bien, pas forcément dans le bon flow, et tout ça. Et ce petit exercice qui prend 5-10 minutes sur, ce qui va pas de la situation, beh, bizarrement, tu te rends compte que celle où ça va, elle est plus vite, remplie et puis ce sont de vraies bonnes causes, de vraies bonnes choses. Alors que ce qui va pas, beh, oui, des fois, il y a des choses qui va pas, mais l'impact est moins grand et le fait de le poser, de l'écrire et de l'avoir sous les yeux, beh, ça permet d'avoir une vue plus rationnelle et plus factuelle que là où ton cerveau, comme on disait tout à l'heure, peut quelquefois te jouer des tours. Mmh. Je pense qu'effectivement, tu as tout à fait raison par rapport à cet audit un petit peu, des situations où, parfois on est très, peut-être dans les sentiments ou dans la perception de se dire effectivement il y a beaucoup de choses, qui va pas et ça devient prenant en fait, dans tout notre espace mental de voir que les choses qui vont pas et de se dire: «Bon en fait, c'est vrai qu'il y a plein de choses, qui vont bien et si je regarde, la liste de toutes les choses qui qui se passent bien, c'est déjà pas mal». Après je pense qu'il faut aussi, pas avoir peur, de tout ce qu'on appelle le négatif. Je pense qu'aujourd'hui on a très peur, de je sais pas, de, tous nos sentiments, heu, ou se dire, voilà: «Après je vais devenir déprimée, si je pense trop à tout ce qui va pas», ou «Il va falloir que j'agisse dessus». Si quelque chose ne va pas, il faut que ce soit, résolu et cette idée par exemple de la jarre où on met aussi, les moments, on va dire qui peuvent être, mauvais. Alors je pense qu'effectivement si, dès qu'il y a quelque chose qui va pas, on le met dans la jarre, on va se dire: «Oh là là, il y en a beaucoup». Mais alors après je suis pas, moi psychologue ou formée à la psychologie, donc peut-être que quelqu'un qui serait plus spécialiste de ça me dirait: «Non, non, il faut pas le faire» et peut-être quelqu'un qui serait dépressif, ce serait pas, forcément une bonne idée. Je pense que globalement, ça peut être aussi intéressant de voir ces éléments qui vont pas, pour arrêter d'être aussi dur parfois avec soi-même, de se dire: «Bah, je me sens pas bien. Pourquoi je me sens pas bien? Pourquoi est-ce que, j'arrive pas à avoir la motivation? Pourquoi est-ce que j'arrive pas, je sais pas, à avancer?» Bah, parce qu'en fait, tout ce qu'il y a dans cette jarre, de moments, qui, nous ont, blessés, de choses qui nous font peur, des choses qui nous inquiètent, bah, en fait, elles sont dans notre cerveau. Donc c'est normal peut-être des fois que ça aille pas. Quand, si votre jarre au bout d'une semaine elle est remplie, bah, effectivement peut-être qu'il faut aller voir un professionnel, peut-être qu'il faut en parler, peut-être que, il y a quelque chose effectivement qui va vraiment pas et ça permet je pense de le visualiser très concrètement. S'il y a rien du tout, dans la jarre, des petits bonheurs ou même si on a beaucoup, mais que l'autre, elle explose. Soit il y a quelque chose de vraiment dramatique dans la situation et le contexte dans lequel, vous vivez et ça permet aussi visuellement de peut-être d'en prendre conscience. Soit la perception qu'on peut avoir de notre, vie, elle est très compliquée aussi et
Je pense que de pouvoir accepter, qu'on va pas bien ou qu'il y a des choses, difficiles, ça permet de pouvoir avancer plus rapidement. Plus on se dit, «Non mais je devrais pas me sentir comme ça, je devrais pas avoir peur, je devrais pas être anxieux, tout va bien et j'ai tout pour aller bien». Je pense que ça marche pas très longtemps et ça c'est un conseil que je donne souvent et qui est très donné, par exemple, pour la prise de parole en public. Il y a beaucoup de gens qui ont très peur de prendre la parole, en public ou qui tremblent. C'était mon cas aussi avant, je tremblais, vraiment beaucoup, je Du coup, devrais c'est passé par tout là, hein. et en fait, plus on se dit: «Ah, non, il faut pas que je tremble, je parle que devant, je sais pas, des camarades de classe ou je parle que devant, les personnes de mon équipe ou je suis un professionnel de 45 ans, je devrais pas avoir, du stress de parler à une réunion». Plus on se dit ça, en fait, plus le corps, se tend et essaye de lutter et plus ça fait exploser tous ces symptômes justement du stress parce qu'on est en lutte contre soi-même et donc moi, ce que je fais et je le vocalise aussi et il y a plein d'exemples super chouettes de personnes qui le vocalisent, de dire ça m'est déjà arrivé, je faisais une conférence devant 500 personnes un jour et je monte sur scène et je leur dis: «Donc peut-être vous allez le voir, là, je suis encore un petit peu stressée, donc mes mains vont un petit peu trembler, hem, peut-être qu'au début, je vais parler de façon un petit peu plus, timide», alors que vraiment cette conférence, je suis là pour leur apprendre, la prise de parole en public. Faut se dire, ça paraît pas forcément très professionnel de dire ça, mais à partir du moment où je l'assume et où je dis à tout mon stress: «Oui, tu es là, OK, les tremblements, c'est bon, vous pouvez venir, je le dis, c'est bon», et ben, ils disparaissent. Parce qu'ils sont acceptés et donc le flot du stress, heu, n'est plus là. Il y a un entrepreneur et youtubeur, assez célèbre, il avait fait une vidéo sur un peu, les résolutions du nouvel an et au milieu de la vidéo, il fait, ça de façon, je pense, tellement bien. Il dit: «Bah, en fait, je sais plus, il y a plein de personnes sur le live, de sa vidéo». Il dit: «Bah, en fait, là, je suis un peu perdu, je perds mes moyens parce que vous êtes tellement nombreux aujourd'hui et c'est un sujet qui me tient tellement à cœur et j'ai tellement envie de vous donner que, même si j'ai l'habitude de parler devant plein de gens et cetera, là, ça me tient tellement à cœur que voilà, je suis émue et j'en perds un peu mes moyens». Et je trouve que c'est une façon tellement belle de rester professionnel, de montrer aussi aux personnes à qui on parle que, bah, on est engagé, on est là, que ça ne remet pas en cause notre posture. Et je pense que c'est la même chose avec tout ce qu'on appelle les émotions négatives, de se dire: «Bah, est-ce que je suis pas une personne positive, si, j'ai peur, si, je suis, triste, si peut-être je suis déprimée?» Bah, en fait non, et on peut parfois l'exprimer, je pense un peu de la même façon qu'on pourrait dire, voilà, une conférence ou à ses collègues: «Voilà, la réunion d'aujourd'hui, en fait, bah, peut-être que je vais avoir l'air stressée parce que c'est un sujet qui me tient tellement à cœur» ou «Bah, je suis tellement impressionnée par, vous». Voilà, moi c'est un petit moyen que j'ai pour réussir à accepter, on va dire, toutes ces émotions, que ce soit, les émotions négatives du quotidien ou juste le stress, parfois avant les présentations. Ouais, ça permet de l'accepter comme tu dis et je pense aux personnes de s'identifier sur la conférence. Ils disent: «Ah ouais, mais elle vient nous apprendre ça et elle est comme moi quoi, elle a peur, elle est des fois un peu stressée» et cetera. Ça permet de s'identifier et ça je pense que c'est puissant et pour revenir au coup d'argent, ce qui est chouette dans ton exercice, hem, je pense que enfin c'est étudié, mais toutes les intentions, positives ou négatives, à partir du moment où elles sont écrites sur un bout de papier, qu'elles sont posées, qu'elles sont dans une jarre, soit elles sortent de ton cerveau, soit elles sont grandement diminuées et rien que par cette intention-là, cette action-là, tu te libères d'un poids, je pense assez énorme. Ouais, je pense que mettre des mots aussi parfois sur, bah, les choses qui ont pu, voilà, à la fois être, super sympas, ça nous permet de les chérir au quotidien, de bien s'en rappeler et comme tu dis, peut-être les choses plus négatives de s'en détacher. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses, je pense qu'on a une vie moins dramatique, sur, la grande échelle, des choses. Mais qu'au quotidien, il y a tellement de choses qui peuvent être, difficiles pour l'être humain, ce qu'on appelle un petit peu les micro-agressions, où on peut se dire: «Bah, voilà, les nouvelles générations, elles sont devenues, un peu trop sensibles, des petites natures, de tout». Mais en fait, notre cerveau, il est pas adapté, pour se faire, entre guillemets, «agresser» par des notifications, 500 fois par jour. Donc même si on peut se dire, voilà, je sais pas, c'est de l'hypersensibilité, et l'hypersensibilité existe par ailleurs, mais
Heu, je pense que voilà, même s'il y a beaucoup de choses qui sont améliorées dans notre société aujourd'hui et que, voilà, l'espérance de vie, s'améliore, qu'il y a plein de choses qui vont, de façon extraordinaire et qui sont positives. Je pense qu'on se rend pas compte qu'au quotidien, il y a beaucoup de choses qui peuvent être, très difficiles, voilà, à gérer, mentalement, émotionnellement, physiquement, pour un corps humain, qu'on sous-estime un petit peu, sans être, voilà, hypersensible ou, ou une petite nature comme on pourrait le dire aujourd'hui. Exactement. L'hypersensibilité, d'ailleurs, on en parle sur un autre épisode et pour faire écho avec un épisode de la saison précédente, elle avait dit mettre des mots sur les mots et je trouve que c'est hyper puissant et ça cultive la réflexion autour de ça. Hem, en t'écoutant, en lisant, ta vie, ton œuvre, ton parcours, il y a une chose qui m'a interpellé, et c'est hyper positif dans la façon dont je vais le dire, c'est, ton côté insouciante et tu cultives, j'ai l'impression, cette insouciance-là qu'on perd, en fait, que l'on a quand on est enfant. Parce que pourquoi on adore être avec des enfants? Parce qu'ils posent des questions, décalées et déconnectées des fois par rapport à notre réalité d'adulte, morose, voilà, dans notre train-train et notre vie quotidienne. Et c'est vrai que cette insouciance-là qui est hyper puissante quand tu es enfant parce que, beh, l'insouciance, beh, c'est ce que tu fais toi, c'est, avoir envie de découvrir, avoir envie de voyager, avoir envie d'apprendre comme ça sans arrêt constamment et avec cette légèreté. Tu réussis à, alors dis-moi si je me trompe et je veux pas mettre les gens dans les cases, mais d'avoir cette insouciance-là, d'avoir réussi à la garder, à la cultiver, à en faire un moteur, hyper puissant pour, ta vie et ton épanouissement et ta positivité. Bah, je pense que c'est un super compliment, donc merci, pour le prendre comme ça. Et je pense que c'est très intéressant que ce soit ça, qui ressort. Alors c'est un peu, on va dire avec le thème du podcast, aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est pas du tout dans ma nature. Moi, je suis quelqu'un de très anxieux de nature, j'analyse tout. Dans mes études, le cours que j'ai le mieux réussi, c'était un cours, alors en anglais qui s'appelle Business Continuity Disaster Recovery. Donc en gros, la continuité de l'entreprise et comment est-ce qu'on se remet, quand il y a un désastre? Donc c'était un cours vraiment sur, de la planification et de la gestion, de crise vraiment pure, notamment au niveau informatique. Comment est-ce qu'on peut faire? Par exemple, une banque, bah, ils sont obligés, d'être certains que, même si, on les attaque, même si, je sais pas, il y a des ouragans partout, comment est-ce qu'on sauvegarde, les données des gens? Comment est-ce qu'on sait à tout moment, bah, combien telle personne a sur son compte? Donc c'est beaucoup de prévisions et cette prof, elle m'a dit: «Mais vraiment, c'est votre, vocation. Soit il faut que vous fassiez, ça, en gros de la gestion de risque pour les entreprises, soit, être en gros, scénariste pour des films, catastrophes». Parce que j'avais une imagination, débordante sur tous les mauvaises choses qui pouvaient, qui pouvaient arriver. Heu, donc c'est vraiment dans ma nature de tout prévoir et surtout d'anticiper tous les risques. Ça m'a beaucoup servi en gestion de projet, ça me sert encore beaucoup aujourd'hui, mais c'est un choix très conscient de ne pas laisser, ces peurs, ou cette surpréparation ou voilà, tous les risques possibles prendre le dessus. Hem, donc dans ma vie de tous les jours, par exemple, je suis le type de personne qui, si je dois aller quelque part, je vais regarder exactement, quel transport je vais devoir prendre, à quelle heure. Même s'il y a un métro toutes les 5 minutes, moi je vais regarder à quelle heure passe le métro, je vais vérifier si le métro il est pas en panne. Voilà, donc je suis pas exactement quelqu'un de super spontané dans Tu vas faire un Street l'idée. View pour regarder, la gare, «Ah oui, c'est par là qu'il faut que je passe». Voilà, exactement. Donc je suis quelqu'un qui planifie beaucoup, qui prépare, beaucoup, certaines choses. Mais je fais aussi le choix conscient de, bah, à certains moments, je suis dans l'optimisation, dans l'efficacité, de, savoir où je vais, comment je vais et cetera. Mais, pour pas devenir, voilà, psychopathe ou borderline, psychorigide ou je ne sais quoi. Hem, Effectivement, je pense que c'est pas une vie intéressante si on est, tout le temps à tout checker, à tout planifier, à tout organiser. Donc j'essaie de faire plein de choses, beaucoup plus, spontanées, de me mettre dans des situations, de découverte. Alors on va dire, c'est un choix et un luxe, très important de pouvoir faire ça. Une décision que j'ai prise il y a quelques années, c'était de faire un voyage, seule chaque année où, j'essaie de partir dans des endroits, un petit peu, insolites où, bah, là, ça sert à rien de regarder les horaires du transport parce qu'il y en a pas, des transports en commun d'ailleurs, il y en a pas.
Donc ça me remet un petit peu, je pense, mes compteurs à zéro, voilà, d'être dans un environnement où je peux, entre guillemets, «rien contrôler». Alors après, je suis pas totalement, je pars pas, on va dire, sans aucune préparation, mais voilà, j'essaie de faire au maximum, de l'improvisation sur le terrain et quand je suis dans ces voyages-là, je me dis pas: «Je vais aller visiter ça» ou «Je vais faire telle chose et telle chose». C'est vraiment: «Je vais à tel endroit», donc je sais dans quelle ville, par exemple, ou quel, lieu je vais et ensuite, bah, si je passe une journée juste à parler à des gens, c'est ça mon programme. Je vais pas me dire, quel musée à voir ou je sais pas quel, endroit vraiment intéressant qu'il faut absolument que j'aille voir. Ça m'est arrivé, au fin fond de la Tanzanie où du coup je suis restée pendant des heures à regarder un match de foot, du coup de jeunes locaux et j'avais une petite casquette et effectivement ils voyaient que, bah, je suis pas née, sur place, avec, des parents, qui seraient africains de génération en génération et donc ils étaient persuadés que j'étais, en gros un recruteur, je sais pas si c'est vraiment, le nom pour ça, mais, pour, des équipes de foot. Donc en fait, ouais, un scout pour, équipe de foot, parce que je les regardais attentivement et je trouvais que c'était génial de faire ça et je me sentais plus dans l'esprit du pays en faisant ça qu'en allant, je sais pas, visiter, le musée de, Dar es Salaam et donc vraiment ils étaient convaincus et donc ils essayaient de me convaincre de, les ramener, jusqu'en France, je sais pas, peut-être pour jouer au PSG. Je leur disais: «Non, non, mais je suis désolée, j'ai pas ce pouvoir de décision, ni aucune connaissance sur le football d'ailleurs». Mais ça m'a permis de faire un échange avec eux et une vision, alors très limitée, de la vie, locale. Faut être, quand même, réaliste. C'est pas parce que j'ai passé un petit séjour, en Tanzanie que je connais, leur vie et leur quotidien. Mais en tout cas un tout petit peu plus que, si j'avais été, voilà dans un hôtel, que je vais, d'un musée à l'autre, en taxi et cetera. Donc voilà, c'est un vrai choix, qui va un peu à l'encontre de ma de je sais pas si c'est ma nature profonde, mais en tout cas de ma partie de ma personnalité. Donc c'est un bon compliment. Faut le prendre comme tel toujours. Mais c'est un bel exemple de, prendre du temps pour soi et de s'accorder ces moments, d'introspection qu'on fait de moins en moins avec prendre du temps pour s'ennuyer, mais s'ennuyer vraiment et pas avec un téléphone à côté, à scroller. C'est là où vient la créativité et c'est là où vient aussi, un peu le la sagesse, la plénitude, enfin plein de choses comme ça, mais c'est un autre sujet. Que justement, un conseil, quel est le meilleur conseil que tu aies reçu de la part d'une personne qui t'a marqué, de par ton parcours? Parce que tu aimes les gens, tu aimes l'humain, donc tu rencontres beaucoup de personnes. Tu as un podcast toi aussi, donc les gens qui parlent anglais pourront te retrouver, là-dessus, à tes côtés, à échanger là-dessus. Quel est le meilleur conseil de vie que tu aies reçu? S'il y en a un, même si c'est dur de choisir. Je pense que personne n'a jamais osé me donner vraiment un conseil. J'ai aucun souvenir comme ça de quelqu'un qui m'aurait dit: «Tu devrais faire ça» ou voilà un conseil et je pense que toutes les personnes que j'admire, que ce soit vraiment dans ma vie personnelle ou des gens que je suis, c'est, juste des personnes qui donnent pas des conseils, mais qui vivent de la façon, hem, dont ils pourraient recommander aux autres. Il y a plein de gens qui vont donner des conseils, mais qui appliqueraient jamais, voilà le conseil qu'ils vont donner. C'est comme si moi je disais: «Bon, bah, je vous conseille, je sais pas, de faire de la méditation». Moi, je fais jamais, de méditation, même si que je sais, que c'est très bien. Il y a d'autres choses que je fais. Donc si je disais ça, bah, oui, c'est un bon conseil, mais en soi, pour moi, c'est pas pertinent de partager ça alors que je le fais pas et toutes les personnes vraiment qui, m'ont beaucoup influencée, m'ont beaucoup guidée, hem, sont des personnes juste qui, par leur façon de faire les choses, sont des exemples et sinon plus qu'un conseil, je dirais ce qui m'a le plus marqué et ça qu'on m'a pour le coup dit, c'est des encouragements et ça, j'essaie de faire très attention, heu, dans toutes les interactions, que j'ai en tant que prof. C'est vraiment super important, mais même quand on est, salarié ou personne qui veut en société, de se dire en fait toutes les paroles qu'on va dire à quelqu'un, elles ont vraiment un impact très fort. Heu, Moi j'ai eu des profs, j'ai eu des, managers qui croyaient en moi quand moi je croyais pas du tout en moi et je pense que ça, c'est encore plus fort qu'un conseil. Parce qu'un conseil, c'est un peu se dire: «Bon,
je sais ce que tu devrais faire. Je connais pas vraiment ton contexte ou ta situation, mais moi je pense que tu devrais faire ça et c'est la bonne méthode. Et on peut donner des très bons, conseils et je pense que quand c'est des conseils, pratiques, ça peut être très pertinent. Mais si on veut plus chercher à inspirer ou à soutenir quelqu'un, être un exemple, soi-même des valeurs, qu'on essaie de prôner et juste encourager, cette personne. Moi, il y a une personne que je connais pas qui était dans un avion, quand j'avais 4 ans, qui est venue voir ma maman et qui lui a dit: «Je regarde votre fille manger et j'arrive à voir qu'elle fera des grandes choses dans sa vie». Donc je sais pas si ce monsieur était un charlatan, qui essayait simplement, de séduire ma maman dans l'avion, peut-être. Mais en tout cas, moi ça enfin encore aujourd'hui et je pense que jusqu'à la fin de ma vie, hem, peut-être que, ces grandes choses, c'est juste, voilà, envoyer une newsletter avec, une citation sur le bonheur. Peut-être que c'est d'autres choses, mais en tout cas, je me suis dit: «Je m'en fiche que peut-être, c'est pas vrai et que, peut-être il a juste dit ça, il dit ça à tous les enfants qu'il croise ou il a juste dit ça à ma maman, voilà, pour lui faire plaisir». Je me dis: «Mais en fait, il a dit ça. Comment est-ce que ça peut être vrai?» Ou, peut-être que lui, il pensait vraiment ça. Et encore une fois, d'avoir eu, ouais, des profs, des managers, des collègues, ou des étudiants qui disaient: «Oh, mais madame, mais vous êtes extraordinaire, vous vous rendez pas compte?» D'avoir quelqu'un qui vous dit ça, ça a une portée incroyable. Même si, parfois on peut se dire: «Bon, c'est pas très vrai» ou on a une posture qui fait en sorte que, on apparaît plus dans la lumière que ce qu'on est réellement. Je pense que ça, c'est encore plus plus impactant, on va dire, qu'un conseil, pratique. Et alors plutôt qu'un conseil, une réponse qui enfin une question qui te parlera plus, une personne qui t'a inspiré, dernièrement? Dernièrement, Ou qui t'a marqué comme ça, si je devais te dire: «Allez, je qu'est-ce dirais la personne qui a toujours été, ma mentor et mon inspiration, c'est une dame qui s'appelle Niki Papadopoulou, qui, était donc ma prof quand moi j'étais, étudiante, qui est aussi, bah, la première qui m'a permis de venir, enseigner, dans l'école, où je suis encore, aujourd'hui et en fait sa façon de, ouais, de croire dans tous les étudiants, de croire que même ceux qui sont au fond de la salle et qui écoutent pas et qui ont pas l'air d'avoir envie d'être là, beh, ils vont faire, plein de choses super intéressantes que, même si et aujourd'hui, je pense que c'est cette fonction de on va dire de prof, formalisé, des personnes dont c'est le métier, mais aussi dans notre société, on est tous entre guillemets un petit peu le prof ou le mentor de quelqu'un, parfois par choix, parfois non. Mais de se dire: «En fait, j'essaye d'investir là-dedans». Parfois, on dit beaucoup que les nouvelles générations, ils sont pas engagés, qu'ils font un petit peu, le strict minimum. Souvent, c'est vrai, mais en fait, ça vient aussi d'une réalité. Ils ont vu, leurs parents, parfois leurs frères et sœurs un peu plus âgés être, beaucoup utilisés par la société, par, les entreprises. Je me dis: «Bah, pourquoi est-ce que moi, je donnerais autant, à une entreprise, à la société, alors que, ça se trouve, j'aurai jamais la retraite, ça se trouve, on va me virer, et je serai remplacée, du jour au lendemain. Donc je pense que soi-même avoir cette posture de dire: «Bah, j'essaie de donner, j'essaie d'apporter, aux gens». C'est vraiment, donc Niki qui me l'a appris. Je sais pas comment elle organise son emploi du temps. Elle a toujours presque du temps, heu, pour les personnes et à nous faire sentir, spéciales. Elle a eu des milliers d'étudiants, je pense, au cours des ans et elle arrive toujours à garder un lien, des années après, de savoir, il se passe telle chose dans la vie de telle personne, aller manger, avec un ancien étudiant. Je dis quand on connaît autant, de personnes, voilà, les journées sont quand même pas, pas extensibles, il y a un travail aussi à faire à côté. Hem Donc ouais, cette relation à l'humain, de croire, un petit peu dans la bonté aussi de chaque personne. Je pense que c'est vraiment, de elle que je le tiens. et quel est ton dernier coup de cœur, Orlando? Mon dernier coup de cœur, ça va être, la À part le série de livreur livres pardon? à part le livreur de fleurs? À part le livre de c'est toute la série de livres, d'Eric Emmanuel Schmitt
sur un petit peu l'épopée de l'humanité. Donc là, il en sort un chaque année. Le dernier qui est sorti, donc c'était là juste 5 jours. avant l'été, Ouais. Le Paradis perdu, c'est celui-ci. Non, je me trompe, c'est pas Paradis perdu celui-ci. C'est avec le bonheur. Ça se passe pendant l'Antiquité grecque, pardon. Et c'est j'ai plus le titre, c'est avec le bonheur. Mais en tout cas, toute la nouvelle série des livres Eric Emmanuel Schmitt. Je pense que même les personnes qui aiment pas lire ou qui n'aiment pas l'histoire ou qui n'aiment pas, je sais pas, la littérature généralement, c'est tellement... Bon, après, je suis une fan inconditionnelle de Eric Emmanuel Schmitt, donc je suis très biaisée par rapport à ça. Mais je pense que ça apporte tellement de connaissances sur notre société généralement, sur pourquoi est-ce qu'on en est là aujourd'hui. Ça incorpore plein de notions aussi sur notre société moderne. Alors c'est des très gros livres. Vraiment quelqu'un qui serait pas dans la littérature, peut-être juste commencer par le premier. Mais ouais, c'est mon coup de cœur absolu. Mais chaque année, peu importe écrit Eric Emmanuel Schmitt, c'est Au mon rendez-vous. cœur littéraire de l'année. Une dernière question pour toi, Orlando. Quel serait ton plus grand rêve aujourd'hui pour demain? À quel point tu pourrais rêver grand si tu savais que tu ne pouvais pas échouer, ce serait quoi? Ça, c'est une question que j'essaie de me poser chaque année. Et Et souvent, c'est la question. faut qu'il te la pose. Mais oui, je me la suis déjà posée un peu plus tôt cette année dans mes réflexions de l'été. Et je pense que j'ai pas de réponse. Et je pense que, en tout cas, moi, ça me va de pas avoir de réponse. Soit on peut avoir une réponse bateau de dire, je sais pas, soit que tout le monde soit heureux, que toutes les guerres s'arrêtent, je sais pas, qu'on meure pas tous du réchauffement climatique, voilà. Ce serait vrai, ce serait réel de pouvoir dire ça. Mais je pense que ce serait pas déjà assez personnel. Et même si dans la vie, je suis quelqu'un qui aime bien me fixer des objectifs et je pourrais dire, je sais pas, pouvoir faire en sorte que 1 million de personnes soient plus heureux dans leur vie. Ça, je vois plein de gens, notamment des consultants ou des créateurs de contenu qui font un petit peu ce genre d'objectifs. Je trouve que ça me parle pas trop d'avoir des objectifs comme ça. Et je pense que c'est important, notamment pour être heureux, d'avoir une flexibilité sur un petit peu ce qu'on veut. Jamais j'aurais imaginé, par exemple, faire les activités que je fais aujourd'hui. Jamais j'aurais pu me dire, ah, ça, c'est ma vision. Quand mon petit ami me disait, «Ah, il faut que tu écrives des livres», je disais, mais non, mais n'importe quoi, je vais pas écrire, c'est pas du tout moi. Moi, j'aime bien lire des livres. Et en fait, avec le contexte, il se trouve que j'ai écrit un livre, peut-être que j'en écrirai d'autres, peut-être pas. Mais je pense que parfois on voit pas soi-même, heu, les choses qui pourtant parfois avec le recul font totalement font totalement de sens. Donc j'ai pas vraiment de vision. Je pense garder si je dois donner quelque chose de très général, garder l'humain, toujours, toujours. Et ouais, si les gens pouvaient être un petit peu plus heureux et que je participe à ça, ce sera mon bonheur à moi. D'inspirer les gens. Exactement. Ce sera un bon lien avec ce podcast. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Orlando? Alors, on peut me retrouver, oui, je suis sur LinkedIn, donc avec donc mon nom Orlande Bido, Orlande Orlanbe et Bido BIDLX. J'ai un site internet Eh bien, que je n'ai plus. Donc pour ce petit tips pour les personnes qui se diraient: «Ah, je peux pas avoir une activité de consulting» ou je sais pas, si je veux avoir plein d'activités ou faire plein de choses, il faut que j'ai un site internet. Moi, j'en ai plus de site internet, donc on peut très bien réussir dans la vie sans site internet. Parfois, ne vous cassez pas la tête. Donc principalement, oui, sur LinkedIn. Sinon, pour les personnes qui sont anglophones ou qui ont envie peut-être de pratiquer leur anglais, pardon, il y a aussi donc le lien sur ma page LinkedIn vers la newsletter et également donc le podcast du Happy Project. que maintenant tu héberges ou tu continues à envoyer des fichiers?
Non, 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 du coup, maintenant, c'est sur des vraies plateformes, vous pouvez le trouver sur Spotify, sur iTunes, sur plein de plateformes. Ça a été mon projet de, août, il y a 2 ans, où je me suis dit: «Allez, maintenant, soyons sérieux, faut que ce soit accessible au plus grand nombre». C'est cool, merci pour ton partage. Est-ce qu'il y avait d'autres sujets, peut-être, que l'on a oubliés? Même si on pourrait faire un épisode encore plus long et c'est toujours, frustrant, de devoir clôturer à un moment donné. Non, je pense qu'on a couvert déjà, pas mal de choses et que justement c'est une bonne leçon de terminer sur ça, de se dire, il y a toujours on peut toujours faire plus ou partager plus, mais le cerveau il peut, analyser et intégrer, qu'un nombre limité de choses donc je pense que c'est pas mal de s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc c'est parfait. Merci à toi, Orlando, pour tes échanges, ta joie de vivre communicative et c'est, toujours hyper agréable d'avoir ce genre de personnes en face. Merci à vous de nous avoir écoutés, que ce soit sur Spotify, Deezer, Apple, Amazon Music ou maintenant vous pouvez retrouver également les épisodes sur YouTube et on vous mettra tous les liens pour, retrouver Orlando Bido, ses activités, ses passions, ses aspirations et ses citations. Merci à tous, à très bientôt et passez une bonne journée.